Émission 859. Cette semaine, Berserker, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Toutes! Trop tôt. Ah! Je suis pas habitué d'être là au début du show. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Toutes. Crée pas pour les voisins, là. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entré d'une équipe dont les membres vous rappellent que Keanu Reeves est un cadeau pour l'humanité. Je vous les présente à l'instant. Il ne pensait pas jamais voir une version sous le moche du Grand Schtroumpf. Laurent Boutin est avec nous. Salut Laurent Boutin. Salut. Je pensais pas que ça arriverait, mais je suis ravi. T'es ravi, hein? Est-ce que c'est ce que t'as vu, toi, dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris? Parce que j'ai tout de suite pensé au Grand Schtroumpf. Ben, je dois te dire que je n'ai absolument pas regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Non plus, j'ai vu des bouts. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu circuler les photos de Philippe Catherine. Je me suis dit, ah ouais, tu sais, je veux dire, nous, on sait c'est qui. Il doit y avoir mondialement beaucoup de gens perplexes. Oui, il doit se demander de quoi il se passe, là. Moi, je me suis dit, ah ouais, ce gars-là, c'est un bon troll. Ah, si, oui. Tu sais, comme il est pas... c'est un bon troll. Puis c'est un... Tu sais... Qu'importe ce qu'il fait aujourd'hui ou demain ou qu'importe, il va être associé à cette image-là pour le restant de ses jours. C'est genre d'affaires qu'il va jouer à ses funérailles. Ouais. Puis je suis sûr qu'il en est fier. Oui, il en est fier. Tant mieux pour lui. Good for him. Fun fact, j'ai déjà rencontré Philippe Catherine. Dans quel contexte? Et il était venu à la librairie. À la librairie... Planète BD, où je travaille. Parce que je connais un peu une fille qui était son éclairagiste pendant plusieurs tournées, qui est comme une amie d'amis. C'est normal cool. Elle l'a comme traîné là pendant qu'il faisait un show. Puis j'ai vendu un livre parce que j'ai dit, ah ouais, ça c'est probablement le livre le plus triste que j'ai jamais lu. Puis il était comme intrigué. Fait que tu as vendu ça. Tu n'as pas vendu le manga de Super Mario Brothers? Non. Il y a beaucoup de jokes de pipi étonnamment dans cette série-là. Hey, c'est juste Laurent Boutin puis moi cette semaine. Laurent Gauthier va prendre une petite pause pour quelques semaines. Il est bien occupé, c'est la raison d'ailleurs pourquoi il n'est pas cette semaine à l'émission. Et Simon est en vacances jusqu'à la fin août, fait qu'on est en mode estival. Pour les gens qui écoutent live, on a commencé un petit peu plus tard, mais bon, ça se peut que cette semaine le show soit un petit peu plus court. Là. On s'entend que faire un show de minimum 1h30 à 2, c'est plus compliqué. Mais on va vous offrir quand même de la qualité. On va essayer, on est là pour ça. Oh oui. T'as de la perplexe. Qualité, Boutin, merci. C'est bon, ça. 70%, 60% de passer la note de passage. 70%. Non, ça, c'est autre chose. D'autres choses. Oui, ça, c'est autre chose. 55 à l'université. Visons donc le 55. Ben, dépendamment des cours, mais oui, 55 pour... je vise B. B? B+. B comme dans Benoît. Ouais, c'est parfait. Comme dans Boutin. Comme dans Boutin. Ben, Boutin et Benoît. C'est parfait, c'est parfait. Donc, c'est juste Laurent et moi cette semaine. On parle de Berserker, pas le manga, du nom similaire, mais bien de la BD. Le manga, c'est Berserk. Berserk, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais la BD créée par Keanu Reeves et Matt Kind, dessinée par Ron Garney. Donc, on va parler de ça en fin d'émission. Publié chez Boom Studios. J'en ai parlé la semaine passée. Il vient de se faire acheter, donc ça va bien pour eux autres. Ça doit être fun. Puis, écoute, on va tout de suite commencer avec ça, Laurent. On va prendre une petite pause parce que pour l'anecdote, tu viens d'arriver en vélo. Fait que, genre, moi, j'étais assis en ce moment puis j'ai chaud. Fait que je peux juste imaginer pour toi. J'ai chaud. Mais on va passer à une entrevue que j'ai réalisée avec notre ami Nicolas Archambault. Si vous êtes auditeur, auditrice de l'émission depuis longtemps, c'est notre tradition chaque année. C'est un programmateur pour le Festival Fantasia. Dans les autres années, je disais co-directeur de la section asiatique, mais il est maintenant rendu directeur depuis cette année de la section asiatique du Festival Fantasia, Festival fantastique de films ici à Montréal, et qui arrive à sa fin. Là. D'ailleurs, je suis un peu mélangé au début. Là. Je pensais qu'il restait encore 2 semaines. Non, il en reste juste une. Il en reste juste une. Ça, c'est en fin de semaine que ça se termine dimanche. Ça va très, très vite. Donc, c'est une petite entrevue avec lui. Ce qui est le fun, c'est que là, on est un petit peu plus tard dans le festival. Donc, Nicolas a non seulement plugué des films qui s'en viennent, qu'il a programmés ou que vous devriez voir, mais il a été en mesure de nommer certains gagnants, parce qu'il y a des gagnants qui ont été annoncés déjà pour ce qui est en compétition au festival. Donc, c'est avec lui. On a fait ça sur le site de l'Université Concordia, à l'extérieur, où est-ce que le Festival Fantasia a lieu. C'est à peu près 17 minutes environ. C'est vraiment le fun, c'est une belle discussion. Fait qu'on va écouter ça, puis on revient dans quelques instants, Laurent et moi. Bonne écoute! Salut Nick. Hey, bonjour. Nicolas Archambault, co-directeur de la section asiatique au Festival Fantasia. Je suis rendu directeur. T'es rendu directeur? Ah ouais. C'est arrivé quand, ça?
Novembre, je pense. Quand Ariel a quitté le festival, j'ai fait... Je vais être directeur. Ben, je l'étais déjà depuis plusieurs années. Puis là, tu sais, 48 ans, fait écoute bien, là. Il est temps d'enlever le co. Non, mais je me suis toujours sacré du titre. Ben, franchement, tu sais, moi, je disais, ah ouais, co-directeur, il n'y a pas de trouble. Mais là, tout seul avec King King with You, ouais. Qui fait de Hong Kong, mais tu sais, il n'y a pas énormément de films de Hong Kong, Chine, Taïwan qu'on réussit à avoir à cause de la censure, à cause que maintenant que Hong Kong appartient à la Chine, ben là, les films sont beaucoup moins... C'est plus complexe, hein. Ouais, je vais pas trop dire d'affaires, mais oui. Mais toi pas dans le trouble, là. Non. Moi, à part si je fais une joke de mon oncle, ah ouais, non, ça non plus. Non, tu peux plus doit faire ça. Non, c'est vrai. Mais une joke de mon oncle inoffensive, là, je vais rire des pètes de sœur. C'est parfait. En tant que mon oncle, je te donne la permission. Parfait. C'est bon. Fait que, tu sais, c'est sans vouloir... C'est moi qui gère. À Cannes, j'ai vu un film, puis j'ai fait des meetings du Kazakhstan à l'Indonésie. Fait que j'ai fait... tu sais, dans la vie, tu sais, au hockey, tu sais, le corps. Fait que ça t'a permis d'avoir le titre de directeur. Oui. Mais tu sais, je l'assumais déjà. Pour les gens qui te connaissent pas, on a souvent des nouveaux auditeurs, auditrices. Ça fait, en fait, c'est une tradition. Chaque année, on te parle pour le Festival Fantasia. Tu es maintenant directeur de la section asiatique. Félicitations. Et oui, merci. Puis, on passe au travers de certains des films que tu as programmés. C'est pas toute la programmation parce que c'est impossible. Il y en a tellement. D'ailleurs, on vous encourage à aller consulter l'horaire complet sur le site Internet. Mais pour les 2 semaines et demie du festival qui restent encore, il y en a quand même encore beaucoup qui vont être diffusés. Mais avant, tu voulais parler des gagnants. Plus une semaine. Plus qu'une semaine? Plus une semaine. Juste une semaine? Oui, on finit dimanche prochain. Hey, je suis complètement perdu on a moins de jours cette année. On a décidé de... Ah, ok, je suis vraiment dans l'argue. Et cette année, là, je pense que le temps s'est dilaté pour moi. J'ai vraiment de la misère. Moi aussi. Ça fait que l'âge, j'ai l'impression. J'ai de la misère à croire que... Tu sais, là, on est vraiment à mi-chemin. Là, sacrément. OK. Bon, ben désolé. On a enlevé 3 jours. Ouais. D'habitude, on finissait le mercredi. Ouais. Fait que c'est ça, on a enlevé 3 jours. Vous finissez le dimanche, je pense. Oui, ça fait plus festival. Excellent. Fait que tu voulais parler des gagnants? Il y a eu quelques gagnants qui ont été annoncés. Oui, hier, on a annoncé nos prix du jury. Puis, je suis bien content. Il y a tes films qui ont gagné? Oui. Ça, celui-là, c'est pas un de mes films, là, mais j'en ai vu un peu parce que c'est à peu près la seule demi-heure de film que j'ai pu voir pour moi. Mononoke, The Movie, a gagné le meilleur film d'animation. Puis, en tout cas... Bravo à Rupert. Bravo à Rupert qui a une section vraiment absolument incroyable cette année. Il a travaillé comme un fou là-dessus. Puis d'avoir un film de cette qualité-là, de cet impact-là en première mondiale, chapeau mon Rupert. Tu fais du beau travail. Directeur de la section Axis. Oui. Maintenant, Animation Plus. Hey, finalement, cette année, je suis pas tête. C'est une année transitoire pour nous autres aussi. Fait que il s'est passé bien des choses dans les derniers mois. Oui, j'ai entendu dire. Puis ça s'est fini pour le meilleur parce que je pense que quand tu vois des festivals comme de l'importance de Berlin puis Rotterdam qui clairent tout leur monde pour n'engager d'autres, en ce moment, avec ce qui a été signé, je pense qu'on a parmi les meilleures conditions de travail dans les festivals à travers le monde. Good. Bon, félicitations pour ça aussi. Oui. Félicitations pour ça. Donc, ça, c'est le premier gagnant, mais tu avais d'autres que tu l'as souligné également? Oui. Premièrement, mon film préféré, je devrais dire, du line-up, Penalty Loop, a gagné meilleure conception sonore et meilleur montage. C'est un film de boucle temporelle. Comme on en a eu beaucoup. T'en as programmé beaucoup, il me semble, dans les dernières années. Ben, le Japon est très innovant à ce niveau-là depuis quelques années. Ils trouvent des concepts vraiment géniaux, comme Beyond the Infinite 2 Minutes. Oui, l'affaire de loop, mais sur 2 minutes. Je me souviens, t'en as parlé, je pense, l'année passée ou l'année d'avant. Oui. Tu sais, puis... mais... Penalty Loop, la différence, c'est que c'est pas une comédie, c'est plutôt... c'est très drôle par moment. C'est que c'est quelqu'un que sa copine s'est fait assassiner par un gars, puis il décide de le tuer. Mais cette journée-là se répète tout le temps. Mais
la différence, la grande innovation qui fait que le film est tellement le fun, c'est que la personne qui se fait tuer est aussi au courant qu'il est dans un penalty loop. Fait qu'il devient de plus en plus tough à tuer. Intéressant. Puis là, à un moment donné, il y a une scène de bowling que c'est la scène centrale du film, que tu comprends à quel point c'est vraiment une histoire complexe et perverse. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a comme... Ça finit sur une note positive quand même. Tu sais, il y a de l'espoir parce que... la relation entre les deux personnages évolue. Je vends rien. Puis c'est ça c'était une ligne éditoriale que j'avais cette année parce que je trouvais qu'on n'avait pas vraiment besoin de plus de gore qu'il y en a aux nouvelles. Ouais, je te comprends là-dessus. Fait que puis je pense que le monde a besoin de sourire et de se réunir, d'avoir plus des messages de... Tu sais, on est tous dans la même gang, plus que de dire toi, tu penses ça, je veux te faire mal physiquement. Fait que j'ai mis beaucoup d'énergie à avoir des films positifs qui donnent le sourire. Intéressant, donc c'était dans ta philosophie pour la programmation. Oui, c'est rare là, que là, j'avais vraiment une ligne éditoriale. Ben oui, on a toujours une ligne éditoriale, mais là, c'était vraiment ça, je veux ça. Puis là, c'est confirmé ou c'est confirmé, le monde a bien du fun. Excellent. Puis les billets vendent super bien. Oui. D'ailleurs, prenez-vous d'avance si vous venez voir des films. Et l'autre, un autre grand gagnant, puis ça, je suis tellement content. Un petit film qu'on a reçu en soumission, puis qu'on est tombé en amour avec. Le film, c'est Mashville de Hwang Wook. Et... tu sais, c'est vraiment un film à petit budget, mais d'une inventivité, puis tu sais, c'est vraiment beau, puis c'est un western surréaliste, un peu bizarre dans Corée. Puis le film a gagné, Monsieur Wook a gagné meilleur réalisateur. Excellent. Et il était très surpris entre les pleurs de joie et le choc. Le choc. Il était pas prêt à ça pantoute. Ouais. Vas-y, excuse-moi. J'étais assis en arrière d'eux autres quand le mot du jury est venu, parce que je m'étais gardé la surprise, même si j'aurais pu savoir les gagnants d'avance. Puis là, quand ils ont commencé à dire western... à t'allumer. Eux, ils ont commencé à... Puis là, ils étaient... Puis quand ils l'ont nommé, ben là, ça a été l'explosion de saveur. C'est pour ça que j'ai une voix de fond de poubelle aujourd'hui. T'as une très belle voix. Je l'entends très bien dans mes écouteurs. T'as pas d'écouteurs en ce moment, mais t'as une très belle voix. Puis d'ailleurs, c'est ça pour les gens qui s'aperçoivent qu'on n'est pas à distance. Là. On est directement sur le site du festival à l'Université Concordia. Je vois ces beaux yeux bleus. Oui, ils sont verts. Ah ben, l'éclairage, fuck l'affaire. Là, Nick, il te reste quelques films pour la semaine qui reste à Fantasia. Puis tu l'as employé quelques-uns. Encore une fois, aller consulter la programmation complète sur le site du Festival Fantasia. Mais qu'est-ce que tu voulais nous plugger? Ben, un classique qui est devenu une tradition, qui gagne le prix du public du meilleur film asiatique à chaque année depuis 2 ans. Et là, ça serait pour le tour du chapeau, peut-être, de Roundup Punishment avec le toujours charismatique et corpulent et qui a l'air de faire mal quand il donne un coup de poing, Don Lee, que les gens ont peut-être vu dans The Eternals, Train to Busan et plein d'autres films. C'est un des favoris à Fantasia. Un tank. Oui, un tank. Oui. Moi, je l'appellerais Monsieur en joie le vert. Quand je passe parce qu'il annonce des boissons énergisantes à Séoul dans le métro, quand je passe en avant, c'est comme oui, bonjour monsieur. Même son image inspire le respect. Puis le film va être présenté avec un court-métrage qui s'appelle Night Fishing, qui est vraiment, vraiment étonnant. Puis l'acteur principal jouait le méchant dans le premier Roundup. OK. Puis l'antagoniste, là, on va parler plus en termes cinématographiques, où j'ai l'air un peu professionnel. Quand même, minimalement. Pendant que je me gratte le derrière. Personne ne l'entend, ça, par contre. Mais oui, donc, le nouvel opus de Roundup va jouer le 31 juillet à 21h15 et le court-métrage Night Fishing va être présenté avant, en présence du réalisateur et d'une équipe de tournage qui vont vous filmer, puis là, vous allez vous voir en Corée, fait que venez. Puis... non, vous allez faire la TV en Corée pour vrai. Génial. Puis, c'est ça, le film a gagné meilleur montage hier dans la compétition meilleur court-métrage international. Fait que
eux autres aussi étaient vraiment surpris et très heureux parce que le montage, il ne faut pas sous-estimer cet élément. Oh non. Star Wars a été sauvé au montage parce que sinon ça aurait été une daube. non, mais c'est vrai. C'est vrai, oui. Le premier, celui de l'épisode 4, c'est bien connu. Donc... Next one, mon Nick. Ben, ça va être diffusé demain. Hein? Oui, absolument. Donc aujourd'hui, pour vous qui écoutez. Donc hier, il y avait Samurai in Time, c'est super bon, c'est vraiment magnifique. Le monde a eu du fun. Oui, le monde a eu super du fun. Puis les invités, tu sais, on a quand même 2 des acteurs principaux, puis le réalisateur, scénariste, directeur photo, monteur, qui est présent. J'ai un blanc, puis je me sens déjà mal. T'es correct. Puis... c'est ça. Il y a aussi... Ah oui, le Junichi Yasuda, excusez-moi. Et puis les 2 acteurs principaux ont été là, mais seront... en tout cas, on est dans un time loop. Penalty loop. Un autre film n'a pas manqué. Twilight of the Warrior, le film de Hong Kong. King Wei Chu, le co-directeur de la section asiatique. A travaillé fort là-dessus. Mm-hmm. C'est vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon film d'action de Hong Kong, un crime thriller old school comme ça. Old school, nice. Puis c'est le grand Soi Chang, le réalisateur, avec Louis Koo, puis Sammo Hung, ce bon vieux Sammo Hung. Et puis le film a joué à Cannes, puis c'était The Talk of the Town quand on était là-bas. Puis moi, il y avait des... C'est un des films qui avait le plus de projections. J'ai jamais réussi à avoir des billets. Ben là, tu l'as vu? Non. Ou tu vas le voir? Oui, King l'a vu. King l'a vu. Moi, j'aurais pu le voir. J'aurais pu voir le screener, mais je me suis dit, pas fou. Je vais le voir en salle, comme ça va. Je vais pouvoir avoir du plaisir à regarder un film à Fantasia avec la foule, comme dans le temps. Dans le temps de Des Shore. Puis sinon, on parlait de films cute qui donnent le sourire. Moi, j'ai vraiment aimé Teasing Master Takagi-san. C'est pas pour tout le monde. C'est un film vraiment grand public, familial, romantique. C'est un gars, un professeur ultra introverti, qui tripe ses mêmes mangas depuis qu'il est kid, puis qu'il est vraiment gêné, qui est sa meilleure amie quand il était jeune. Elle est partie, comment dire, elle le taquinait tout le temps pour réussir à lui faire dire ses émotions parce qu'il est pas capable, c'est très japonais. Puis elle revient travailler là, puis là, elle le tease. Puis c'est l'actrice Mei Nagano qui était dans My Broken Mariko, qui avait gagné meilleur scénario, et aussi dans Office Royal, que t'avais des employés, des femmes employées de bureau qui se tapaient sa gueule. Donc, pour la suprématie de c'est qui le bureau qui a la plus grosse batailleuse. Mais là-dedans, c'est cute au bout. Puis je dois avouer qu'il y a des moments dans le film que... Puis ça fait partie d'un hommage au prof que j'ai voulu faire aussi. Ça, c'était une autre ligne éditoriale avec le film FAQ de Corée du Sud qui parle d'une enfant qui parle avec du vin de riz grâce aux cours spéciaux qu'elle a pris pour apprendre le farsi, l'iranien, puis le code morse. Fait qu'elle réussit à communiquer avec du vin de riz qui fermente, puis qui fait des bulles grâce, puis elle traduit, puis ça y donne... En tout cas, en gros, c'est un hommage à l'enseignement puis à l'apprentissage. Et puis, c'est tellement cute de voir une fille de 8 ans faire gagner du monde à l'auto grâce à des conversations avec de l'alcool qui fermente. C'est quoi le nom de ce film-là? FAQ. Tabarnak. Okay. Puis l'autre, c'est ça, Teasing Master Takagi-san est aussi un film qui se passe dans un contexte d'enseignant-élève. Puis dans celui-là, c'est plutôt le phénomène de les enseignants apprennent aux élèves et les élèves apprennent aux enseignants. Que les adultes deviennent de meilleurs adultes grâce aux jeunes qui deviennent de meilleurs jeunes grâce aux... Ben là, c'est pas une penalty loop, c'est une bonne loop. Une bonne loop. Une bonne loop. Donc, puis ça m'est arrivé 2 fois dans le film d'avoir des larmes qui coulent avec le sourire BA parce que c'est tellement cute. Je suis un grand sensible. On le sait, on l'apprend chaque année, ça. Les gens l'oublient pas à la maison. Ça. As-tu un dernier truc pour la route, mon Nick?
The Yin Yang Master Zero, qui est vraiment, vraiment cool. C'est l'adaptation d'un manga hyper connu, Onmyoji. Puis, tu sais, c'est vraiment le film Fantasia typique. La grosse fantaisie, des arts martiaux, de la magie, des effets spéciaux superbes. Vraiment, la direction artistique, puis les choix esthétiques sont magnifiques. Puis ça va être présenté en collaboration avec le consulat japonais à Montréal, qui vont nous remettre un prix pour avoir fait la promotion. De la culture japonaise. Oui. C'est donc bien cool, ça. Oui. C'est un bel honneur. C'est des gens avec qui on travaille depuis des années. Puis c'est vraiment un honneur de recevoir ça parce que ça fait longtemps qu'on le fait. Hein? Oui, je pense que ça fait quelques années que ça existe. Oui. Ben oui. Hey, c'était la douce voix de célébration de Nicolas Chambaud, directeur de la section asiatique au Festival Fantasia. Le festival, il reste quoi? Une semaine, tu disais tantôt? Oui. Garochez-vous. La programmation complète est disponible sur le site internet du Festival Fantasia. En plus, prenez des notes, parce que si éventuellement vous n'êtes pas capable de le voir en salle, quoique l'expérience complète est en salle, vous allez peut-être être en mesure de pouvoir retrouver ces films-là éventuellement dans vos recherches. On sait qu'on a des grands cinéphiles, des personnes qui sont très, très obsédées par les films qu'ils voient à Fantasia. Oui. Donc, manquez pas la chance de soit les voir en salle ou à tout le moins les noter pour les retrouver plus tard, quoique ce sera plus compliqué que venir ici, à Concordia. Mais maintenant, là, on a un bien meilleur accès au site japonais, coréen, puis Hong Kong, Chine, Indonésie. On avait un film aussi du Kazakhstan, mais qui a gagné aussi un prix. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a de plus en plus de sous-titres anglais, fait que perdez pas espoir. Peut-être que vous allez pouvoir les trouver en faisant vos recherches, mais sur des choses pertinentes, contrairement à certaines personnes. OK. Merci à toi, Nick. Merci. À bientôt. Bonne journée. Ciao. C'était Nicolas Chambaud du Festival Fantasia. Merci à toi, Nick. Comme je l'ai mentionné dans la rencontre, j'étais complètement perdu. Je pensais qu'on était rendu à la deuxième semaine, puis non, finalement, Fantasia, ça se termine là. Fait que je pense que ça sera ça pour Fantasia cette année, au Mystérieux Étonnant. C'est de ma faute. On est tout un peu en mode estival. Tout est allé au Festival Fantasia cette année? Oui, moins que... Écoute, j'ai regardé le programme de fond en comble, puis cette année, contrairement à d'autres années, j'ai eu... C'est comme si j'avais aucun genre, ça c'est sûr que je vais y aller. Ouais. Comme d'habitude, il y en a tout le temps 3-4 que je réussis pas tout le temps à attraper, puisque ça dépend des horaires, puis aussi, je regarde tout le temps l'horaire en retard, fait que des affaires complètes. Mais cette année, on dirait que j'ai eu plein de genre, ouais, ça a l'air pas pire, mais genre pas de go-to, fait que je suis moins... ça doit être un phénomène associé à toi, Laurent, parce que moi, on m'a dit que au niveau de la vente des prix, des billets, ça ressemblait beaucoup à pré-pandémie. Donc, ça se rapprochait à ce que ça ressemblait avant, parce que même l'année passée puis l'année d'avant aussi, même si on est revenu des projections en salle, les gens sont restés un petit peu plus frileux. Puis là, on dirait qu'on revient à des chiffres qui sont plus normaux. Fait que c'est ce que j'ai entendu dire entre les branches. Tant mieux, mais ceci dit, j'ai quand même j'ai pris quelques films, là, c'est juste que ça donnait qui était plus en fin de festival. Pour l'instant, j'en ai vu rien qu'un qui était un film chilien qui s'appelle Animalia Paradoxa de Niles Atala, qui était comme... En tout cas, c'était toute une ride. Comme beaucoup de films à Fantasia, c'est toute une ride. C'était un genre de post-apo. Ouais, c'est un film post-apo, mais ça s'approchait plus d'une performance, d'une danse contemporaine que d'un film vraiment narratif, mettons. OK. C'était vraiment très beau, mais j'aurais aimé un petit peu plus de chunky au niveau du scénario, mais en tout cas, ça ressemblait à rien que j'ai vu avant. Fait que juste ça, c'est cool. Tu vas être là samedi pour Wake Up. Yes. Le dernier film de nos amis de Roadkill Superstar. Je le rappelle, il y a 2 films de Roadkill qui sont sortis back-à-back ou qui vont sortir plutôt back-à-back. We Are Zombies a eu sa première l'année passée à Fantasia. Là, il est sorti une semaine. Maintenant, je pense que c'est terminé, malheureusement. C'est resté comme une semaine en salle. Là. Je comprends pas pourquoi. C'est fâchant. Déjà ça, puis le fait aussi que ça sort peu de temps avant leur nouveau film à Fantasia, je pense que ça crée confusion. Mais il y a We Are Zombies qui est sorti récemment.
Il reste une semaine en salle, puis là, il y a Wake Up qui sort au Festival Fantasia samedi. Ça va être la première mondiale, si je me souviens bien. Ou non, pas mondiale, nord-américaine, pardon. C'est ça, puisqu'il me semble qu'il a tourné les festivals. Oui, il a fait des festivals ailleurs, nord-américaines, mais par la suite, disponible peut-être en salle puis en VOD d'un futur rapproché, mais je n'ai pas les dates, je n'ai pas l'information. Ça n'a pas été dévoilé pour l'instant. Donc, voilà, essayez de démêler tout ça pour que vous puissiez aller voir les films de nos amis de Roadkill Superstar. On va continuer avec toi, Laurent, dans les nouvelles. Ça te met tout le temps dans le mood, hein? Ouais. T'écoutes-tu la trame sonore de Godzilla avant de faire l'amour? Non. Ah. Mais je l'ai souvent mis pour faire la vaisselle, par exemple. Ah, ok. Ouais, ok. Chacun, ok, t'as un power true différent. C'est beau. Ben, écoute. C'est plus une tâche. Barry White. Oui. Ah oui, je te vois très bien faire l'amour sur le Barry White. Oh. On va commencer par l'éléphant dans la pièce, Ben. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Non, hein, mais c'est The Talk of the Town, je dirais, cette révélation qui a lieu en fin de semaine au San Diego Comic-Con. Yes, ouais. C'est-à-dire que Avengers 5, le prochain film des Avengers dont on a parlé la semaine passée, puisqu'on a su qui serait réalisé par les frères Russo. Il est temps pour parler rendu là, c'était pas encore confirmé. Là, ça a été confirmé durant le Comic-Con. Ça, c'est confirmé, mais d'autres choses ont été confirmées qui ont vraiment pris le spotlight. Hey, Chris. C'est-à-dire que Avengers 5 ne portera plus le titre Kang Dynasty. Non, il est parti par la fenêtre, lui. Il est parti par la fenêtre. On pensait qu'il serait remplacé, mais finalement, on remplace tout. On remplace tout. On même le storyline, je pense. On fait table, comment on dit ça? Table rase? Table rase de tout. Oh, oui. Alors là, Avengers 5 s'intitule pour l'instant Doomsday. Ouais, on a changé le titre. Qui n'est pas le Doomsday de chez DC. Non, évidemment. pas le même. Non. On parle ici, bien sûr, de Victor Von Doom, le Docteur Doom. Oui. Docteur Doom, qui semblerait-il serait joué par nul autre que Robert Downey Jr. Robert fucking Downey Jr., man. C'est-à-dire l'acteur qui est déjà le plus emblématique associé au MCU, mais dans le rôle de Tony Stark. Yes. Alors, oui. What the fuck? Ben écoute, discuss. Attends, oui, j'ai plein d'opinions. Moi, je suis très content de revoir Robert Downey Jr. Dans le MCU. Au niveau narratif, ça peut fonctionner parce que multiverse, tu fais ce que tu veux. Oui. Puis je pense qu'avec la style de super-héros fatigue, l'associer à ce que vous voulez, là, mais le désintérêt des films de super-héros, quoi qu'en ce moment, Deadpool ramasse toutes les recettes, là, mais je pense qu'il y avait besoin de revenir à des valeurs sûres. Donc, tu ramènes les Russo qui sont responsables des 2 plus gros films de la franchise de Marvel, de MCU des dernières années. Le dernier qui est encore à ce jour, Endgame, le plus gros film en termes de box-office de toute l'histoire. C'est des valeurs sûres. Puis là, tu ramènes une autre valeur sûre. Tu essaies de créer un autre momentum vers quelque chose qui s'en vient dans quelques années, qui est les Doomsday. Puis l'année suivante après, Secret Wars, parce que lui, il s'appelle encore Secret Wars. Mm-hmm. Je le vois d'un point de vue marketing et entrepreneurship, c'est un fucking bon coup. Puis, c'est comme ça que je le vois. Puis après, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais aussi, c'est ça. Je pense que le rendu là, ça l'affaire, peut-être qu'ils annoncent tellement leurs affaires d'avance qu'on a le temps de spéculer, mais ça, personne n'avait vu vraiment pas ça venir. Non, puis on est pas. juste comme moi, comme ça rend ça excitant quand même. Juste que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que là, est-ce que ça veut... T'sais, est-ce qu'on va tenter de faire un Tony Stark d'une réalité adverse qui devient le Docteur Doom? Est-ce que je sais pas. Ça va être juste comme le même acteur, mais dans un rôle différent, mais qui joue avec des acteurs qui gardent le rôle? Me suis posé la question. Je pense que si ça avait été n'importe quel autre acteur, je me dis... Ben puis là, c'est sûr qu'il va être derrière un masque. Théoriquement, ça se peut qu'il soit, mais j'ai l'impression que les gens à travers l'univers vont le reconnaître comme étant cette version-là de Tony Stark, mais qui s'appelle Victor Von Doom, puis that's it.
Tu peux pas acquiescer le fait que il ressemble pas à Tony Stark, je peux pas croire. Ben non, mais c'est ça. Je veux dire, ben si on voit jamais sa face, on peut, mais en même mais écoute, j'ai même vu des gens spéculer que s'il enlève jamais son masque, c'est peut-être juste une job de voix qu'il va faire. Comme Vin Diesel. Non, je pense pas. Non, je pense pas que rendu là, je pense qu'ils vont le ramener ça. Mais je pense que l'indice est dans la manière que ça a été présenté par les Rousseau. Ils ont dit grâce à là, j'ai pas les mots exacts, là, mais grâce à les possibilités que nous offre le multiverse. Voici le nouveau acteur qui va incarner Victor Von Doom. Donc, tout ça, anyway, là, je pense que c'est pas une cachette pour personne. Là. C'est pas un secret pour personne. Ça va culminer avec Avengers Secret Wars, qui va être probablement ce qui va amener une fusion d'univers, puis un remaniement de l'univers, ce qui va permettre de ramener les Fantastic Four, de ramener les X-Men au sein du MCU. C'est comme ça qu'ils vont tout rapatrier ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je ne sais pas, parce que j'ai pas encore vu Deadpool, puis je sais que Deadpool joue un petit peu dans cette notion de multiversity. Oui, mais c'est-tu canon, les Deadpool? Je pense que maintenant, ce l'est, justement. Je pense que c'est un des propos du film, la mort de 20th Century Fox et son adhésion dans le canon mais je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, parce que nous, je n'ai pas vu le film. Là, je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui disent « Ouais, t'as pas rapport, Ben, parce que nous, on l'écoute en fin de semaine. » Mais moi, je suis enthousiaste. Je suis comme... Allez-y, go for it. On a 2 ans pour spéculer. Puis si c'est pas bon, ben c'est tout. Ben, moi, tu vois, il y a la partie nerd anal en moi. Oh, come on. Qui est plus du genre à bougonner, parce que c'est comme que c'est ça, Dr. Doom, mais pas dans le film des Fantastic Four. Ben, il va peut-être être dans le film des Fantastic Four. Non seulement ça, comme ce nerd anal-là, il est comme quand même tenu en laisse par le fait qu'il y a eu déjà plusieurs films de Fantastic Four avec le Dr. Doom, puis qu'il soquait toute la merde. Oui, il était pas très bon. Fait que, rendu là... Particulièrement le dernier. Why not? C'est particulièrement celui réalisé par le réal de Chronicles. Ouais. C'était un petit peu de la boîte. T'as vu par contre, je sais pas si t'as vu la bande-annonce de Fantastic Four qui a été ici présentée durant l'événement. On dirait que ça a été éclipsé par tout le reste. Ben c'est ça, c'est que Marvel revenait à sa fameuse présentation du samedi soir dans le Hall H, qui est la plus grande salle durant le San Diego Comic-Con. Puis ils ont pris pour habitude dans les dernières années, quoi qu'ils ils l'ont skippé pendant la pandémie, puis ils ont laissé passer une année aussi après, là, mais de faire des grosses annonces durant cet événement-là, parce qu'ils sont leurs fans conquis, qui vont aller parler après de ce qu'ils ont vu. Ça fait des vagues sur les médias sociaux. C'est l'événement parfait pour mousser ce qui s'en vient. Donc il y a eu d'autres annonces, dont le sous-titre du film de Fantastic Four qui s'appelle First Steps, qui est bien, qui fait référence aussi à l'ère dans laquelle le film va se dérouler, donc les années 60, l'exploration spatiale. On fait un petit clin d'œil à Neil Armstrong. Donc First Steps, il y a une bande-annonce qui a été présentée, qui a été leakée, parce que tu dis au monde, il y a genre je sais pas combien de milliers de personnes dans cette salle-là, filmez pas avec votre téléphone. C'est clair qu'il y a un tata qui va filmer de l'événement. Puis on a vu une bande-annonce où on y voit brièvement à la toute fin le visage en rapproché de Galactus. Donc toi qui es un grand fan de gros monstres et un gros fan de Galactus, je peux te rassurer, semblerait-il qu'il va être dans le film des Fantastic Four. Ouais, mais tu vois, ça aussi, il y a déjà eu Galactus dans un film de Fantastic Four. Ben oui, je sais, je l'ai encore à travers de la gorge. Ça fait genre 20 ans. Ça fait 20 ans. Je suis encore fru. Fait que, tu sais, je m'emballe pas encore. J'oublie tout le temps que tu es un fan des Fantastic Four. Ah, écoute, je cache bien mon jeu. Ben oui, mais de toutes les propriétés de Marvel, je dis pas que c'est plate, là, c'est juste que c'est celle qui m'intéresse le moins. Je comprends. Mais c'est que, tu sais, à 50% de la nostalgie de petit gars, fait que, tu sais, rendu là. Tu l'as juste mentionné, là, mais j'ai pas mentionné les dates. Avengers Doomsday va sortir en mai 2026, donc c'est quand même dans un bon bout de temps. Ouais. Et Avengers Secret Wars, une année plus tard, donc en mai 2027. Aussi, ouais, il y a un indice, je pense, qui a été dévoilé, un autre qu'on n'a pas mentionné. C'est ce que Robert Downey Jr. a dit. Ça a été mentionné dans le texte qui accompagne ses publications médias sociaux par la suite, où on voit que c'est lui qui va incarner Von Doom. Il dit New Mask, same là j'ai un blanc de mémoire, mais New Mask, genre same mission, same task. Donc ça doit être probablement un peu à la manière de Iron Man, quelqu'un qui est pas capable de lâcher le morceau, là. Ouais. Comme votre chum là, qui reste à la maison, qui arrête pas d'appeler, là, puis il décroche pas, là. C'est un peu ce gars-là, mais obsédé avec tu sais, un peu à la manière du Maker. Le Maker dans le Ultimate Universe du MCU, c'est un Fantastic Four qui a juste viré sur un Monsieur Fantastique
qui a juste viré sur le top et qui est pas capable de laisser aller les choses. J'ai l'impression que c'est peut-être le traitement qu'on va faire avec ce Victor Von Doom. Oui, ben c'est des personnages qui, je vais faire des guillemets, là, qui ont raison. Oui, ont raison. Tu sais, dans le sens qu'ils ont une vision pour le monde, puis peu importe les moyens, cette vision-là est ultimement bonne, dis-je encore en guillemets. Pour les bonnes raisons. C'est quoi? C'est la fin justifie les moyens. Voilà. C'est ça. Fait que, ouais. Mais écoute, ça nous... Mais tu restes quand même assez sceptique, j'ai l'impression, assez... Ben... Je suis confus, mais intrigué. Je suis pas prêt à genre virer sur le top, ça va être la meilleure affaire qu'on a jamais vue, mais ça non, mais why not? Tu sais, écoute, je lisais des nouvelles, puis c'était comme les nouvelles qui commencent par on essaye de ramener le MCU un peu de l'avant parce qu'il y a eu des échecs, blablabla. Ben oui. Comme, ouais, non, mais ça m'a comme rappelé qu'il y a eu Secret Invasion puis que j'ai juste oublié de le regarder. C'est comme, ça m'a... Je suis comme, c'est vrai. Mais là, tu vois ça, on dirait que je suis comme, c'est assez weird comme affaire que je suis comme, ça va me garder honnête. Mais moi, je déteste ce genre de formulation-là, que ce soit dans la vie ou sur des blogs de nouvelles ou ce genre de choses-là. Je trouve que ça montre excessivement de mauvaise foi. Tu dis, pas toi, mais je pense, bon, les articles que je peux tout à fait imaginer, là, ça fait très Internet, très cynique de notre époque, de dire, ils ont eu des échecs auparavant, puis là, on veut essayer de ramener ça à un niveau où les gens vont être intéressés, puis ils vont venir voir les films. Oui, c'est ça la job d'une entreprise. C'est ça la job d'une entreprise. Donc, tu t'attends à quoi? Fait que c'est une constatation. En tout cas, c'était pas une critique, mais c'était plus genre une liste de genre personne n'a regardé Echo, personne n'a regardé Secret Invasion, personne n'a... Tu vois. La chose qui m'excite le plus prochainement pour le MCU, c'est Deadpool, que je veux aller voir, puis Daredevil, qui va éventuellement apparaître sur Disney+. Ouais. Mais sinon, j'avoue que dans les dernières années, faut dire que cette année aussi, en film de super-héros, ça a été plutôt calme. Il n'y en a pas eu 10 000 là, qui sont sortis. Non, mais c'est correct aussi qu'on souffle un peu. C'est ça, laissez-nous avoir hâte au prochain. C'est ça. Écoute, ça me garde intrigué. Là. Ça, c'est ce qui est déjà ça. Moi, je suis intrigué. Je suis dedans. Je go for it. Je suis bien content. Puis ça, c'est une des premières annonces. Il va en avoir d'autres dans les prochaines années. Là. En tout cas, si c'est surprenant de même. Puis la réalité, Laurent, c'est que ça se peut qu'on soit pas là. Ouais, je sais pas. Hein? Oui, ça se peut que les cinémas n'existent plus. Ça se peut que plus rien n'existe. Donc, on va continuer avec quelque chose qui existe encore. DC Comics. Je sais que tu aimes beaucoup ça, DC Comics. Oui, j'adore. Puis j'en avais parlé il y a quelques semaines. Il y avait des rumeurs à l'effet que DC Comics voulait encore une fois de plus changer son maudit logo pour une nouvelle version. Ils l'ont fait beaucoup dans les dernières années. Là. La dernière fois, j'avais passé au travers de la liste des différentes versions. Celle actuelle, celle qui n'est plus l'actuelle, mais l'ancienne version, je l'aimais bien. C'était comme une version modernisée du classique DC Bullets qu'on avait eu le droit entre 1977 et 2005 sur les covers des comic books. Ben justement, durant un congrès, durant le Comic-Con, le San Diego Comic-Con, Jim Lee, qui est un des artistes des 90s les plus réputés, puis maintenant il est à la tête de DC Comics, où il est dans les têtes dirigeantes depuis quelques années, il faisait un panel et il a dévoilé ce qu'allait être le, entre guillemets radiophonique ici, nouveau logo de DC Comics. Ben figure-toi donc, je sais pas si tu as vu la nouvelle, on revient au DC Bullets que la compagnie a été utilisée. Non, moi je l'aimais bien l'ancien, celle qui était moderne. Donc on revient au DC Bullets, le logo qui a été utilisé de 1977 à 2005, qui avait été désigné à l'époque par Milton Glaser, qui est le designer graphique qui a créé I Love New York. Donc, ça vous situe un petit peu. Ouais. Ça fait partie aussi des logos les plus iconiques de tous ceux que DC Comics a pu utiliser dans sa carrière ou dans son histoire. Et donc, on revient à ce logo-là. Je pense qu'il y a une petite modification. Moi, j'ai remarqué un léger dégradé dans le bleu utilisé dans le logo. Peut-être qu'on a voulu le moderniser un peu, mais c'est vraiment, là, tu reconnais, il n'y a pas de doute, c'est le logo DC Bullets de DC Comics. Selon Jim Lee, c'est pour faire un genre de retour à l'arrière, tu sais, comment on pourrait dire ça? Faire référence à de leur important héritage tout en essayant d'exploiter des nouvelles histoires. C'est quand même weird. C'est le même logo qui va être utilisé aussi pour DC Studios, qui est responsable de la production de séries télé, de dessins animés et de films. Donc, c'est le logo qui va utiliser la grandeur de l'entreprise. OK, là, je comprends un peu mieux dans le sens qu'ils sont dans
à l'aube de nouvelle ère, là, du côté de DC Studios, avec James Gunn puis tout, là, comme rebrandé pour ça. Je pense que c'est l'objectif. Encore une fois, je détestais pas le dernier. C'était très bien, plutôt iconique, assez épuré. C'est drôle parce qu'il y a eu une bande-annonce des Monster Commando, ça se peut-tu? C'est le genre de truc que toi t'aimerais, là. C'est comme des... T'as dans une équipe avec des personnages weird, dont le Frankenstein Monster. Non. Puis il y avait la bande-annonce sur Instagram, puis le premier logo qui est apparu, c'est le vieux DC Bourlet. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme ça se veut-tu vintage? Ça se veut-tu un petit peu ironique? Non, c'est maintenant le logo utilisé par DC Studios, autant que DC Comics. Fait que je suis curieux d'ailleurs, si vous voulez nous laisser un message vocal par rapport à ça, on a des lecteurs de DC dans place. Il y a une adresse pour le SpeakPipe dans le descriptif de l'émission. Dites-nous si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous êtes heureux ou moins heureux du retour non seulement du DC Bullets, mais de Robert Downey Jr. Parce que autant Marvel et DC sont allés chercher dans les vieux tiroirs dans les dernières semaines. Donc j'ai l'impression que... je sais pas, des fois il faut regarder en arrière pour aller de l'avant. Qui dit ça, personne, mais moi je le dis. Ben, sûrement les gens qui sont allés chercher les vieux locaux puis Robert Downey Jr. J'imagine juste le designer graphique chez DC Comics qui va rechercher dans son dossier de vectoriel le vieux DC logo qu'il y avait de côté. Le gars qui arrive à la réunion, là, les gars, j'ai une bonne idée. Checkez ça. Tout le monde est comme... En même temps, ils l'ont fait pour plein d'autres brands. Ils l'ont fait pour Burger King. Ils l'ont fait... parce que les logos simplifiés comme ça sont faciles à utiliser sur des applications. Puis les gens, la nostalgie est payante ces temps-ci. Ça fait longtemps. Ça fait 20 ans qu'on dit que la nostalgie est payante. Oui, mais elle est encore. Fait est-ce que la nostalgie de la nostalgie qui est payante peut devenir nostalgique? Ben, peut-elle devenir payante, surtout? Bonne question. Deuxième partie d'émission, Laurent et moi, on s'allume un joint. Christy, moi, je fume pas en plus, fait que ça va être une drôle de fin d'émission. Laurent s'endort live. Laurent s'endort pendant que Benoît paranoïe. Bon contenu Patreon. Oui, c'est ça. Restez pour toujours vivant. Restez pour toujours vivant en deuxième partie d'émission. Après l'émission. On va continuer avec toi, Laurent, c'est bon? Ben oui. Attends, as-tu une opinion par rapport à ça? Pas du tout. On y va. Ouais, je suis content. Mais... Non, j'ai pas d'opinion, en fait. Non, t'as tout ça, puis d'ici, t'as pas Good for them, c'est ça. Good for them. Il faut être heureux pour nos amis. Ouais, c'est ça. Si je te dis Sinéad O'Connor, qu'est-ce que ça te dit? La toune qui me fait brailler. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. C'est Nothing Compares to You. Hein? Oui. Puis j'ai aussi d'autres images. J'ai une image d'elle qui déchire la photo d'un pape. Oui. Elle a mangé beaucoup de marde pour ça. Oh oui, elle a mangé. SNL aussi a dû changer sa formule à ce jour à cause de ça. Ah ouais. SNL n'est pas tout à fait live. Il y a un délai à cause d'elle. À cause qu'elle a déchiré la photo du pape. Exactement. Oui. C'est capoté, la vie. C'est fou pareil, hein? Ouais. C'est à ce jour, c'est comme ça. Ben, écoute, donc, Sinéad O'Connor, si vous arrivez sans savoir, était une chanteuse irlandaise qui est décédée il y a tout juste un an. Un an seulement? Oui, ça a fait un an vendredi, à l'âge de 56 ans. De quoi déjà, tu t'en souviens-tu? Écoute, le rapport du coroner est sorti cette semaine. C'est pas de ça que je veux parler, mais semble-t-il qu'elle est morte de cause naturelle. Je pense que tout le monde pensait à un suicide parce qu'elle filait pas très bien. Ouais, elle avait des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années. Elle a eu rough pas mal toute sa vie. Il y a un documentaire là-dessus. Il est sur Crave, je pense. Elle s'est convertie aussi éventuellement à l'islam. À l'islam dans sa vie plus tard, oui. Mais bref, c'est morte de cause naturelle de genre défaillance des poumons, quelque chose genre. Oh my God. Finalement. Mais bref, je ne sais pas là tu penses qu'il va arriver à Jake, mais pas à Sinéad O'Connor. Ouais. C'est comme quoi, Jake. On n'est pas à l'abri de rien. Non. Ceci dit, c'était pas de ça que je voulais parler, mais c'est un peu lié dans le sens que la veille de l'anniversaire de son décès, jeudi dernier, au National Wax Museum de Dublin, c'est-à-dire donc le musée de cire de Dublin. Ça me freak out, moi, les statues de cire. Écoute, tu iras voir celle-là. Ils ont dévoilé leur statue de cire à l'effigie de Sinéad O'Connor. Ouais. Qui est... Ouais. Te rappelles-tu des sentinelles de l'air? Oui, je me souviens des sentinelles. Imagine une sentinelle de l'air avec qui on a fait un genre de fond de tête dégradé, fadé, coupé les cheveux. Oui, parce que comme Sinéad, elle avait les cheveux rasés pas mal tout le long de sa carrière. Fait que là, avec une espèce de fond de duvet de cheveux de 3 jours. Oui, je vois genre.
Donc, une statue qui est, ma foi, fort peu ressemblante et légèrement épeurante. Et qui, c'est là où ça nous concerne, nous, plus directement. Ouais, l'ensemble de la culture geek. L'ensemble de la culture geek était situé dans la portion Star Wars du musée de cire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils l'ont mis là par accident? Non, ils l'ont mis à côté de Qui-Gon Jinn et de Darth Vader. Tu peux pas inventer ça. Pour une raison X. C'est donc bien bizarre comme choix. Ouais, fait que, écoute, ça a duré très peu de jours que, genre, l'Internet a viré batshit crazy assez pour que le musée de cire retire la statue en s'excusant. Ben, au moins, change-la de place. Oui, ben non, mais ils ont dit, ouais, désolé, c'est vrai qu'il est un peu raté puis qu'il n'est pas selon nos standards de qualité. De fait qu'on va en faire une meilleure, on s'excuse. OK, je vais faire un lien là, un peu douteux, OK? À chaque fois qu'il y a un genre de statuette de cire comme ça qui est créée, et j'imagine qu'il y a des qualités variables, certaines sont plus ressemblantes que d'autres, OK? Oui. À chaque fois, OK, que ça sort, puis qu'il y en a une qui est laide ou qui est pas peu ressemblante, le monde, ils perdent leur shit. À quel point, genre, tu cares... À quel point tu cares sur l'apparence d'une fucking statue de cire que tu iras peut-être même pas voir. Mon lien là, que j'essaie de faire, c'est comme à chaque fois que quelqu'un sort, que Nintendo sort une nouvelle console, tout le monde arrache leur chemise en disant que c'est de la merde. Puis finalement, c'est tout le temps dans les plus grandes. Comme à quel point on a une opinion là-dessus qui est valable. Je comprends. Je pense que là où c'était plus touché, c'était de son décès est quand même récent. Ça fait juste un an. Puis c'était pour commémorer ça. Et du fait que c'était le musée de Dublin. Okay. Sinead O'Connor, qui était une fière Irlandaise, puis qui a beaucoup porté ce flambeau-là toute sa vie. Puis que genre, je pense que ça aurait été n'importe où dans le monde, ça aurait été plate. Ici, mettons, le musée Grévin, ça aurait été correct, je pense. Ben, pas correct. Je pense que ça aurait fait moins scandale, juste comme c'est pas très réussi, mais tu sais, comme là, c'est comme son hometown. Ouais. Qui auront comme botché la job autant que ça. Puis ils l'ont mis à côté de Qui-Gon Jinn. Puis ils l'ont mis à côté de Qui-Gon Jinn, of all people. Comme, je veux dire, voilà, c'est comme si quelqu'un c'était comme, ah oui, ce personnage-là, avec qui a l'air d'un mannequin un peu botché et comme la face très sérieuse, tout ça doit aller dans la section Star Wars. Je comprends pas l'intérêt, genre, tu sais. Puis je suis désolé si vous êtes fan, je suis sûr qu'il y a des fans de statuettes de cire, comme des fans de thym. Puis tu as collectionné des thym quand tu étais jeune. Oui. Il y a des fans de toutes. Mais je comprends pas l'intérêt d'aller dans un musée puis de défiler à côté de statuettes puis faire comme, ben oui, regarde, c'est là ressemblante. Je pense, honnêtement, je pense que c'est parce que tu n'utilises pas, t'es pas assez un créateur de contenu, de ton propre contenu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que l'attrait d'un musée de cire, c'est de se prendre en photo avec des, pas les vraies célébrités, mais genre faire puis que là, c'était comme quelqu'un qui te met beaucoup sur Instagram, maintenant. Là, ça vaut la peine. Ouais, OK. Comme une opération photo. Autrement, je ne vois pas non plus. OK. Je vois beaucoup d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup quand même les statues de pour ratés. Vrai? Ben, explique-moi. Non, mais les ratés. Ah, les ratés, ça me fait beaucoup rire. Genre, il devrait avoir un musée des ratés. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est drôle. Ça me fait presque aussi rire que les animaux empaillés ratés. Ça, comme ça, c'est la catégorie des choses qui me font vraiment rire. Ceux qui font tout en derp des yeux. Oui, ça, je trouve ça vraiment drôle. Fait que c'est comme un peu dans la même catégorie. Mais quand ils ont réussi, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment mais c'est plate. T'arrives à regarde, c'est bien fait. Ouais. Ben oui. Oui, exact. Next. Ouais. Tu vois, je serais plus intéressé par une exposition des marionnettes de À plein temps, le téléroman québécois dans lequel on avait des vrais humains qui côtoyaient des marionnettes. Moi, si je vois là-dedans, je mets le feu. Pourquoi? Et ils me font peur. Ils te font peur? Madame Brouette te faisait peur? Ah ouais. Bon, c'est pas catholique. Même celle qui ressemble à River Como du band Weezer. Je m'en rappelle pas assez. Ah, ben c'est River Como, mais imaginez en marionnette. Bon, je l'imagine bien. OK. On va passer d'un monstre à l'autre, si tu le permets, Laurent. Bien sûr. Parce que je vais parler de Alien. Oh. Tu vois. Donc merci. Des fois, ça marche. Des fois, ça fonctionne. Bientôt, attends, je regarde la date là, parce que je veux juste être sûr de dire la bonne. Le 16 août, donc ça s'en vient assez vite, il va y avoir la sortie d'un nouveau film d'Alien au cinéma. Romulus, réalisé par Fede Alvarez. Fede Alvarez qui a réalisé entre autres Don't Breathe, le remake de Evil Dead, qui est fucking bon, man. Il est vraiment bon, le remake de Evil Dead. Bon. Très bon. Puis il y a quelques années, quand il était venu à Fantasia, Jake et moi, on avait pris des shots avec.
Puis là, Jake avait parlé full de Gundam avec lui durant la soirée. Un chic type, bon réalisateur en plus. Bon, qui a réalisé le prochain Alien Romulus qui s'en vient. Il a coécrit avec un certain Rodo Savaillagues. Et là, il va avoir un prequel d'un épisode en comic book publié par Marvel Comics qui va se dérouler avant les événements du film, parce que dans le film, on suit un groupe de jeunes colons qui essaient de piller une station spatiale qu'ils pensent abandonnée. Puis là, tu vas être surpris, Laurent, mais il y a des aliens dedans. Hein? Ouais, ils sont dans la marde. Donc, tabarnouche. le comic book va mettre la table sur, sur le film, mettre un peu les éléments qui vont être développés plus dans le film. Donc ça sort le 16 octobre, quand même après la sortie du long métrage, ça me surprend. Mm-hmm. C'est entre autres développé par Fede Alvarez lui-même et son co-scénariste, et c'est écrit par un certain Zach Thompson qui a écrit Absolute Carnage Avengers, et Daniel Picotti qui va être au dessin, qui a travaillé aussi sur une longue run de X-Force. Donc le film sort le 16 août et la BD sort le 16 octobre. Si vous êtes fan d'Aliens, ça s'en vient. Je suis quand même hype. Moi, je suis curieux. Moi, le film a l'air, de ce que j'ai vu en bande-annonce, ça a l'air excellent. Ouais. Il m'excite pas mal. Moi, j'aime même ceux que tout le monde haït. T'aimes Prometheus? Moi, Attends, oui? Non? Je vais j'ai dire pas quelque chose de choquant. Vas-y, t'as le droit. Je pense que Prometheus, c'est le meilleur Alien après Alien. Genre le premier, bien sûr. Là, t'inclus pas Aliens là-dedans. J'inclus Aliens là-dedans. Fait que pour toi, Prometheus est meilleur que Aliens de James Cameron. C'est meilleur que Aliens, vous l'aurez appris ici au Mystérieux Étonnant. T'es un hostie de malade. Et je te respecte plus. Cette opinion engage la totalité des membres des Mystérieux Étonnants. Mais écoute, Prometheus, pour moi, n'est pas le nanar que les gens tentent que les nanars... Voyons, je vais refaire cette phrase-là. Ouais. C'est pas le film que je pense que les gens pensent qu'il est. Je pense pas que c'est le nanar que les gens disent qu'il est. T'as compris ce que je voulais dire? Oui. Bon, parfait. C'est pas aussi de la merde que... C'est ça, c'est correct. C'est décevant, mais c'est correct. C'est pas l'anti-épisode. Non, c'est bien. Non, j'ai bien aimé ça. Mais Covenant, par contre, c'est un film génériquement plate. Sauf Michael Fassbender. Ah ben, on est d'accord. Sauf Michael Fassbender qui est très in de se pogner Michael Fassbender. Mais moi, ça, je trouve ça capoté. Ah ouais? Pour vrai, des fois, je me réveille la nuit puis je pense cette scène à jouer du pipeau avec toi-même. À Fassbender on Fassbender. Je suis comme... C'est malade. C'est malade que Ridley Scott, à l'âge qu'il a, même s'il est en mode un peu pilote automatique sur le reste du film, qu'il soit allé là, je trouve ça capote. C'est très homoérotique comme séquence. C'est auto-érotique. Ben oui, littéralement. C'est capoté. Robot auto-érotique. Ouais. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu une porn parody de cette séquence-là. Bon, d'après moi, t'as pas cherché assez fort. Non, c'est vrai. Parce que la règle dit que puisque tu viens de penser, ça existe, il y a des chances. Ouais. Envoyez-moi pas de lien. C'est tout ce que je t'en veux dire. On mettrait ça dans le Discord. Non, il faut pas mettre ça dans le Discord, ça peut nous mettre dans la marde. Ah ouais, bon, on mettrait pas ça dans le Discord. Oui. Il y a quelqu'un qui a anecdote. On a des fans de tous les horizons dans les mystérieux. Habituellement, les mondes sont bien gentils. Cette personne est aussi gentille, elle est de qualité. Je dis pas qu'elle l'est pas, mais elle a posé une fois avec son gros fusil. Et on a eu une petite alerte dans le Discord. Le salon a été bloqué automatiquement. Je pensais que vu que c'était comme privé un peu Discord, il n'y avait pas de... Je sais pas à quel point ils peuvent intervenir. Peut-être que j'associe deux événements qui n'ont pas de lien, mais je sais que ça c'est arrivé, puis après, pour une raison X, le salon était barré. Fait que on s'est imaginé, les gens qui gèrent un peu le Discord avec moi, que c'était lié à ça. Disons qu'on veut pas tester les limites, parce que c'est pas un espace virtuel qu'on voudrait perdre. Je comprends. Facebook, ça me ferait chier de le perdre. Mettons, on est hacké, un truc comme ça, mais pas autant que le Discord. Parce que là, ça serait compliqué. Ouais. Fait que c'est ce que j'avais pour Alien, mon cher Laurent. À toi. Attends, on va continuer avec ton petit jingle. Oui, j'en ai besoin. Version courte. Oh. Ça tombe bien parce que, Ben, je vais te parler d'un livre que j'ai lu. T'as lu un livre, toi? Je pensais que tu lisais que des livres avec des images. Pas d'image. Pas d'image. Imagine-toi donc. Comme un animal. Sais-tu pourquoi j'ai lu ça? Tu vas comprendre quand je vais te dire le titre du livre. Ça s'appelle Godzilla. Ah! De Shigeru Kayama. Alors, je pensais que ça serait simple de t'expliquer c'est quoi, Ben. Godzilla, je sais c'est qui Godzilla? Oui, mais le livre qui s'appelle Godzilla. Oui. Oh là là! Mais attends, c'est un récit historique, c'est quoi? C'est un récit de Godzilla
Oui, ça, que je pensais... Au début, j'ai lu vite, là, j'étais comme... quand le livre il est ressorti en français, parce que c'est un vieux livre, il a été publié aux éditions Innis en 2021. Puis je me suis dit, Godzilla, ça vient d'un roman, pourquoi je ne savais pas ça? OK, c'est le roman qui a inspiré Godzilla. Que nenni. Non? OK. Ouais. C'est vraiment plus compliqué que ça. On est un film de Quentin Tarantino. Commence donc le début, esti. C'est quoi qui se passe, là? Écoute, mettons-le, on est en 54. Il y a un producteur à la Toho qui dit « J'aimerais ça qu'on fasse un film de grosses bébites, un film de monstres. Je vais engager un gars qui va m'écrire une histoire de film de monstres. Ce gars-là qui est engagé, c'est le gars qui s'appelle Shigeru Kayama. L'auteur, jadis, de... OK. Ce Shigeru, il écrit une histoire assez courte, qui est comme un peu les grosses lignes de ce que sera Godzilla. Et il donne ça au studio, c'était ça sa job. Après ça, il embarque Ishiro Honda, qui a réalisé le premier film de Godzilla, et un autre gars qui s'appelle Takeo Murata, qui prennent cette histoire-là, qui a été écrite, et font un scénario de film avec. C'est eux qui rajoutent que Godzilla est un accident dû au nucléaire, qui rajoutent cet angle-là politique, mettons. Ce scénario-là, pendant qu'il tourne, il est adapté en radio-roman. Wow! Un radio-roman qui aura duré de 11 épisodes de 30 minutes, qui est basé donc sur le scénario, qui a été monté avec des acteurs, puis un petit peu des effets sonores. Il a été projeté avant le film, avant que le film sorte, ou après? Un petit peu avant. C'est cool, fait qu'il précède le premier Godzilla. Il précède le premier film de Godzilla. Malade. Ce radio-roman-là, vu que ils ont rajouté un petit peu de la narration, puis ces choses-là, il est redonné à Shigeru Kayama, qui avait écrit l'histoire d'origine, qui lui réadapte ce roman radio-là en roman qui paraît une semaine avant le film de Godzilla qui sort en salle en 1954. Donc c'est un peu comme sa novelisation. C'est genre la novelisation du film de Godzilla. Voilà. Et là, il apparaît, c'est la version française qu'on a, c'est donc ce Godzilla-là et la novelisation de le deuxième Godzilla, Godzilla Raids Again, qui était paru en 55 l'année d'après. Donc les deux sont dans le même livre. Les deux sont dans le même livre. Est-ce que le 2 est aussi écrit par le même type? Oui, il est écrit par le même type. Je ne sais pas à quel point il était à l'origine de l'histoire. Je pense que oui, il a quand même écrit l'histoire, les grandes lignes de l'histoire pour le film aussi. Fait que c'était ça. C'était pas simple. Je savais même pas que ça existait. Je ne savais pas. Écoute, j'ai appris beaucoup de choses. Puis tu l'as lu? Je l'ai lu. Et puis? J'ai haï ça. Toi, tu as eu un truc lié à Godzilla. Et j'ai eu de la misère, là. Pour vrai, j'ai commencé à lire ça, genre, en début janvier. Au début de l'année. Ah, wow. Puis je l'ai traîné parce que ça me tombait des mains. Je ne sais pas si c'est... La traduction, peut-être? L'écriture ou la traduction, mais j'ai trouvé ça, là. Pour vrai, ça faisait longtemps que j'ai pas lu un truc mal écrit comme ça. J'ai trouvé ça vraiment laborieux. Ah, ouais. J'ai genre, juste des affaires. Il y a tellement de moments dans le livre. Mettons, genre, il y a un personnage qui va sonner une porte. Il sonnait à la porte. Ce fut alors que l'autre personnage est allé répondre. OK, c'est comme il crie. En plus, OK, tu vois du point de vue du gars qui vient. Il y a les phrases « ce fut alors » comme qui, pour moi, est supposé dénoter quelque chose qui est pas qui est comme surprenant. Genre, il y a un Godzilla arrive, c'est lui qui répond à la porte. Tu t'attends pas à ça. Non, ce fut alors qu'il répondit à la question que l'autre personnage m'a posée. Il y en a tellement, là, puis à chaque fois, genre, j'avais le goût de pitcher mon livre. C'est une mauvaise traduction, c'est bien je le sais, mais écoute, les deux histoires n'ont pas le même traducteur. Est-ce que la deuxième est meilleure? La deuxième est plus courte, puis il y a comme une seule itération de « ce fut alors que » dedans, contrairement à genre 8 dans le premier. Là. Mais ça m'a fâché. Puis comme tu sais, ça, je trouve que c'est l'exemple le plus évident de quoi marche pas. Là. Mais c'est vraiment tough à lire. Puis je suis comme moi qui a vu, en tout cas, le premier film quand même plusieurs fois. Je suis comme ceci est effectivement comme une novélisation. Je veux dire,
c'est le film que j'ai vu, tu sais. Il y a quelques... Évidemment, tu sais, des fois, ils mettent de la chair autour de l'os, des choses que les personnages pensent, que tu le vois, tu sais pas nécessairement dans le film, mais tu sais, globalement, honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Faites-vous plaisir et revoyez Godzilla de 1954, qui est un excellent film, mais voilà. Combien de pages à peu près? 280. Ah, c'est un tout petit... Ouais, c'est ça, c'est un tout petit... Oui, puis écrit gros, puis il y a beaucoup de ces pages-là qui sont des pages blanches, ça change de chapitre. Vraiment curieux. Tu sais, on a des gens qui parlent sûrement japonais là, dans nos auditeurs. Si vous avez lu le roman d'origine, là, dans la langue d'origine, dites-nous ce que vous en avez pensé. Oui, puis tu sais, je sais pas, c'est ça, je suis comme... Je pense pas que j'ai l'habitude, j'ai lu beaucoup de mangas, mais j'ai très rarement lu des romans japonais. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que c'est une forme de... Est-ce que c'est le plus proche de l'adaptation aux traductions? C'est ça, tu sais, c'est-tu quelque chose qui se passe dans la façon japonaise d'écrire, qui est comme ça, puis qui ne fit pas avec moi, mes vues occidentales? Ça se peut aussi. Ça se peut, ça. Ouais. Ça se peut vraiment, mais j'ai trouvé ça rough. OK. Rappelle donc le titre. Godzilla. C'est pas compliqué. Non, mais l'auteur. Oui, ici, Shigeru Kayama, c'est en français aux éditions Innis, c'est YNNIS, qui font beaucoup, ils ont un petit catalogue là, de genre justement le base, tu sais, mettons les romans de Paprika puis Perfect Blue de Satoshi Kon, c'est comme des affaires vraiment autour de la culture japonaise puis tu sais d'animé ou d'otaku, mettons, c'est comme ça leur catalogue un peu. Bon, écoute, on va aller de l'avant parce qu'il fait vraiment chaud dans mon appart. Je sais pas si tu le sens. Donc, écoute, je ne pouvais passer une semaine sans te parler de... Laisse-moi deviner, est-ce que Star Wars? T'es proche. Quoique, c'est pas exactement ça. Non, de Star Trek, bien sûr, tu l'avais deviné, là, rabatté de mauvaise foi. Puis, on en avait déjà peut-être parlé à l'émission, mais ça fait longtemps que les fans attendent un crossover entre deux grandes franchises de science-fiction, bien sûr, Star Trek, mais aussi Doctor Who. Je pensais que tu allais dire, on a peut-être déjà parlé de Star Trek à l'émission. Oui, on a déjà parlé de Star Trek. Je te garantis qu'on a souvent parlé de Star Trek à l'émission. Mais non, les fans de science-fiction veulent depuis un certain moment un crossover entre Doctor Who et Star Trek. Doctor Who, qui est la plus vieille franchise de science-fiction là, avant Star Trek. Là, ça a été publié, ça a vu le jour bien avant. Puis, je pense que c'est Yannick Belzil qui nous en parlait il n'y a pas si longtemps, qui était venu à l'émission. Le docteur, à un moment donné, est avec son compagnon, le dernier docteur, et son compagnon lui dit « Hey, on devrait aller, c'est-tu comme dans Star Trek? » Puis il fait « Ah ouais, on devrait aller les voir à un moment donné. » C'est là, les gens commençaient à spéculer ce qu'il va y avoir éventuellement un crossover en bonne et due forme entre Star Trek et Doctor Who. Il y en a déjà eu en comic book. Oui, c'est ça que j'ai catché que tu parlais pas de comic book. Non, je parle pas de comic book. Il y en a déjà eu un dans la vraie vie, là, un comic book. C'était un crossover entre TNG et le Docteur interprété par Matt Smith, qui était quand même bien là, pour l'époque. On en avait parlé à l'émission il y a quand même un bon petit moment, mais il n'y en a jamais vraiment eu en live action. Donc, un épisode soit de Star Trek, soit de Doctor Who. Et là, durant le San Diego Comic-Con, il y a Russell T. Davies, qui est le responsable de Doctor Who, qui l'a été pendant longtemps, qui est parti puis est revenu récemment à la franchise, et t'as le responsable de la franchise pour Star Trek, Alex Kurtzman, qui ont participé ou qui allaient participer à un panel ensemble, donc faire une table ronde pour un événement qui s'appelait quelque chose comme Friendship Space Day, une affaire de même. Là, c'était l'idée de souligner l'amitié entre les franchises de l'espace, je sais pas quoi. Là, l'idée, c'était de créer un panel avec les deux. Et là, on s'est dit, ben, c'est l'occasion parfaite pour annoncer un crossover entre les deux univers. Eh non. Mais oui, en même temps. C'est ça qui est fucked up. Il n'y aura pas de crossover entre Star Trek et Star Wars en live action, donc avec des acteurs, ou en animation, ce qui, pour moi, ferait beaucoup plus de sens. Il y a la série Star Trek Lower Decks, il me semble que c'est l'univers parfait pour accueillir un docteur de Doctor Who. Mais en même temps, oui, parce que Eastside Games ont annoncé un crossover qui aura lieu respectivement dans des applications mobiles de chacune des franchises. Donc, Star Trek Lower Decks de mobile game. Donc, il va y avoir les personnages en cartoon du personnage du Docteur interprété par David Tennant jadis. Et Doctor Who Lost in Time mobile game. Donc, et ce sera pour un temps limité à compter du 1er août. Genre, ce que les fans voulaient, right, guys? C'est comme un coup de pétard mouillé, là. C'est super décevant, là. Je suis zéro concerné de part et d'autre, puis je suis quand même déçu. C'est décevant.
C'est décevant parce que c'est la première initiative de la sorte. Si c'était comme la troisième fois que les deux univers se croiseraient, se croisaient de façon en bonne et due forme, là, quoi qu'il y ait eu des comics, je serais OK, c'est correct, là, on est rendu là. Mais c'est vraiment le premier vrai crossover entre les deux franchises. Donc, c'est un petit peu décevant. Puis, mon ami Mario Di Ramos, qui a un blog de jeux vidéo qui s'appelle Vidéoludique, un super bon blog sur les jeux vidéo, et qui est aussi un fan de Star Trek, disait qu'on lui a posé la question aux deux créateurs durant le panel. « Hey, pensez-vous éventuellement faire un crossover entre les deux franchises? » Puis les deux avaient pas l'air d'être trop dedans à dire oui ou non. Ou... Ah, peut-être. Là, ça avait l'air... plutôt être laissé dans les airs. Là. Fait que ça sera peut-être pas demain la veille, à moins qu'il jouait la comédie. Ça peut être une possibilité aussi. Ouais, écoute, je te le souhaite. Donc, tout ça pour dire, oui, il va y avoir un crossover Doctor Who, Star Trek, et non, il n'y aura pas de crossover Doctor Who, Star Trek. C'était ça ma nouvelle. Est-ce qu'il te restait quelque chose, Laurent? Non, j'avais fini pour cette semaine. Bon, ben écoute, on a fini, puis on va pouvoir passer à la discussion de la bande dessinée dans quelques instants, mais juste avant, je vous invite à donner notre Patreon. Si vous aimez ce que les Mystérieux Étonnants font, semaine après semaine depuis maintenant 18 ans, ben on a un Patreon, ça permet de financer nos activités. Au-delà de ça permet en fait de nous garder en vie, parce que sans Patreon, moi, je peux pas... c'est pas comme quand j'avais un loyer à genre 300$ quand j'habitais avec Simon, là. On n'a pas de Patreon, on peut pas faire avancer les Mystérieux, ça peut pas rester vivant, tout ça, on peut pas garder les lumières allumées. Donc, si vous voulez nous encourager financièrement, allez sur mystérieuxétonnant.com, il y a un bouton faire un don en haut. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon, qui est une plateforme super facile à utiliser pour l'équivalent d'un café par mois. C'est pas grand-chose. Vous faites en sorte qu'on puisse produire le show, qu'on fait Terre Kaiju, Noël chez Isidore et Terre Humaine chez Isidore. D'ailleurs, en échange de votre contribution, vous avez des podcasts exclusifs. Vous avez les premiers épisodes de Terre Humaine chez Isidore à l'avance. Et vous avez également Bifurcation, qui est le podcast exclusif offert aux gens qui donnent au Patreon des Mystérieux. Puis là, cette semaine, ou en fait la semaine passée, on a fait un épisode finalement, Rémi et moi. On a débuté notre cycle dédié à Tim Curry, l'acteur au sourire inimitable, qui a joué dans d'innombrables films. Et on commence avec on fera pas tous ces films, là, sinon on va y être pour genre 5 ans. Mais on a commencé avec des films plus blockbusters. Le premier, c'est le film Congo de Frank Marshall, film de 1995 qui se veut, disons qu'ils ont vu Jurassic Park et se sont dit, hey, on peut essayer de le refaire. C'est aussi basé sur un livre de Michael Crichton, comme Jurassic Park, Congo. Et Frank Marshall était producteur sur Jurassic Park, mais celui-là, il le réalise. Quand j'ai vu Jurassic Park à 10 ans, moi aussi, je me suis dit, peux-tu le refaire? Oui, je le faisais beaucoup chez nous. Oui, j'imagine. T'as-tu des jouets de Jurassic Park? Pas beaucoup, étonnamment. J'avais un genre de Raptor. Moi, j'avais le Raptor aussi. Moi, j'avais le T-Rex qui était vraiment bien fait. J'ai pas... T'as pas la voix de la camionnette? Non. Malheureusement. J'ai jaloux de ceux qui avaient comme Moi, j'ai un ami qui, ses parents avaient beaucoup d'argent puis ils achetaient tout. Il y avait un deuxième salon, puis dans ce deuxième salon-là, il y avait sa ville de Lego. Les gens qui avaient des salles de jeu. Non, mais ça, c'était un deuxième salon, là, puis c'est là où sa ville de Lego était. Et il y avait la base avec la base avec la porte, puis le grillage, puis la salle de contrôle de Jurassic Park. Ouais, qui mange de la marde. J'ai eu accès à plein des affaires grâce à lui. Bon, tout ça pour dire que Congo, pas un excellent film, mais quand même une drôle de curiosité. C'est une curiosité. C'était bizarre de le revoir presque 20 ans plus tard, 30 ans plus tard en fait, là, 29 ans plus tard. Ernie Hudson de Ghostbusters est là-dedans. Et c'est lui qui vole la vedette du film. Il est incroyable. Donc, quand vous donnez au Patreon, vous allez avoir accès non seulement à cet épisode-là, mais à tous les autres épisodes qu'on a fait auparavant. Il y en a genre quelque chose comme 157, 158 au total, donc il y en a beaucoup. D'ailleurs, quand vous vous abonnez au Patreon, écrivez-moi directement à partir de la plateforme, puis je vais vous envoyer le lien également pour le Discord des Mystérieux Étonnants que vous pouvez rejoindre en échange de votre contribution. C'est une place, c'est comme Internet, mais imaginez ça, là, une place sur Internet sans trou de cul. Ça le fait du bien. Donc, on partage des articles, on échange, on écoute de la lutte, on écoute aussi des films durant l'hiver, les saisons plus froides, donc pas en ce moment, mais c'est une super de belle communauté. Donc, pensez à donner à notre Patreon. Le prochain Tim Curry qu'on va faire, ça sera sur le pilote d'une télésérie de The Family Adams, auquel Tim Curry a participé, où il jouait Gomez. Tu le dis, puis je suis comme...
il doit être fabuleux. Rémi Fréchette m'a appris l'existence de ce pilote-là. Je savais pas que ça existait. Hey, moi non plus. Non, mais je trouve qu'il a la face d'un excellent Gomez. Oui, un excellent Gomez. On est un peu partout. On est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter et les autres affaires de même, mais on est surtout sur mystérieuxétonnants.com et le Discord. On revient dans quelques instants avec Berserker de Keanu Reeves, Matkin et Ron Garney. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Boom Studios, Berserker volume 1 de Keanu Reeves, Matkin et Ron Garney. Ben oui, Keanu Reeves l'acteur, parce que c'est une co-création avec Matkins d'un comic book où il incarne, en fait, on incarne les traits de Keanu Reeves dans le personnage principal, qui est un immortel, qui est né il y a environ 80 000 ans de ça, d'une tribu qui avait besoin de se faire protéger d'un héros, se faire protéger des attaques de d'autres tribus externes. Et donc, sa mère... On ne sait pas si c'est de la magie, on ne sait pas si c'est de la science, on ne sait pas si c'est dans sa tête. Définitivement pas de la science, je dirais. Non, mais on va invoquer les dieux et les dieux auraient répondu à l'appel. 80 000 ans plus tard, on a ce personnage-là qui ne peut pas mourir, qui est indestructible, qui peut régénérer et qui aussi a une force et une colère qui lui permettent d'accéder à cette force-là. C'est ça le Berserker Mode, je pense qu'il parle. Ouais, I guess. C'est ça. Donc, il se charge, il devient excessivement dangereux, presque animal. Et donc, au début de la bande dessinée, il est il travaille déjà pour une agence américaine où on l'utilise pour combattre des cellules terroristes, faire des actions militaires quelconques, du wet work, donc des actions qui sont sûrement illégales et cachées. Et donc, en échange, le gouvernement dit qu'il est là pour essayer de l'aider à le guérir, trouver une solution pour qu'il puisse finalement mourir. Donc, le premier volume, c'est un petit 4 numéros. Puis c'est pas mal ça. On va parler. C'est pas mal ça. Il y a vraiment pas plus à dire pour l'instant. Je sais que le personnage a été adapté récemment dans un livre dont Gauthier nous a parlé, qui est sorti la semaine passée. D'ailleurs, Keanu Reeves est allé à Colbert, au Late Show récemment pour parler de la sortie du livre. Puis ça a l'air, ma foi, quand même. La BD, mais le livre a l'air quand même assez intéressant. Avec quelqu'un qui est un auteur établi, qui a coécrit le livre avec Keanu Reeves, qui s'appelle China Méliès. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de Berserk volume 1? Berserker volume 1. J'ai trouvé que c'était tellement violent. C'est fucking violent. Je te rappelle que c'est toi qui voulais encore en parler. Oui, ben non, mais ça fait plusieurs fois, ça fait des années qu'on le mentionne, et on n'a pas checké. Je me suis dit, on va se rendre. Fallait pas se rendre. J'ai pas aimé ça, mais je trouve que je trouve que c'est maigre pour un tome 1, tu sais. En même temps, c'est juste 4 numéros. Ouais. Mais dont un double. Ah, tu vois, j'avais même pas remarqué. Le premier, il fait un genre de 48 pages, fait que c'est genre un 5 numéros d'abord. Puis je trouve que à date, on a vu bien des trips, mais peu d'autres choses. C'est peut-être juste ça l'intérêt aussi de la bande dessinée. C'est peut-être juste ça qu'ils veulent faire. Je suis un peu comme toi, en fait. Je pensais plus haïr ça. J'ai pas détesté. Je suis curieux pour la suite. Ouais. Mais je suis pas convaincu à 100% encore. Ouais, moi non plus. J'aime que tout de suite en partant, par contre, le personnage principal adresse des choses que le lecteur se dit. Ah, vous êtes juste là pour essayer de recréer mes pouvoirs, vous voulez me cloner. Ils sont en train déjà d'adresser l'espèce de scénario classique ou récit classique de ce genre. Oh non, ils m'utilisent. Ils m'utilisent pour des fins lugubres. Puis c'est entrecoupé de beaucoup de scènes de trip, puis d'arrachage de tête, puis de chevaux qui allaient se faire arracher la tête aussi. Là, j'ai une monnaie à moitié, là, j'étais comme la PETA, là. Elle doit être frue. La PETA? Ben, les associations de défense des droits. Ben oui, mais en même temps, on venait de voir une centaine d'humains se faire complètement arracher à la face. Là, oui, il y a au moins, en 4 numéros, 2 instances de gens stabés à même une mâchoire de cheval fraîchement arrachée 2 fois. Mais tu sais, quand la vie t'offre des citrons, tu fais de la limonade. Oui. Lui, il n'y avait rien d'autre pour se protéger à l'époque. Là. Ouais. Mais as-tu remarqué que la première scène, la première page où le personnage qui est inspiré de Keanu Reeves, il est sur un banc, puis ça fait rappelle Sad Keanu, le mème qu'on a vu plein de fois sur Internet. J'ai remarqué. Je suis comme ah ouais, ok, bravo. Je sais qui comprend sa légende. Ouais. Quand même. Mais tu sais, je suis comme tout ça fait quand même un peu John Wick. Adjacent. Mais médiévalish.
Mais tu sais, dans John Wick, genre, il est quand même surhumain. Il est badass, oui. Il est quand même mortel. Il pourrait se manger une balle, tu sais. Oui. Comme c'est ça qui le rend incroyable. Là, on dirait qu'on perd un peu du... C'est que si ton personnage principal, t'as pas peur pour lui, si ton protagoniste principal, il ne peut pas se faire tuer ou il peut pas mourir, il faut que les autres aspects de ton histoire soient excessivement fortes pour justement propulser l'histoire, le récit de l'avant. Puis là, j'ai pas l'impression qu'on a ça. Pas encore. Pas encore, mais j'ai l'impression que le potentiel... On a lu des BD qui étaient beaucoup plus dégueulasses que ça, qui finalement, ça fait poète-poète à la fin. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens par contre un peu, et peut-être c'est de la mauvaise foi de ma part, la carte de visite pour la production d'autres tierces projets. Et ça, c'est déjà avoué. Il y a une série d'animation qui s'en vient de Berserker pour Netflix. De Berserk, pardon. J'arrête pas de me tromper entre les deux. Puis des projets d'adaptation aussi au cinéma. Ouais. Mais c'est ça. Moi aussi, j'ai senti que c'était comme un peu ça. Comment t'as trouvé l'art? Pour vrai, vraiment efficace. J'ai pensé à du sous Charlie Adler. Ah ouais, OK. Tu sais, quand il y avait des grosses scènes de bataille épiques où t'as plusieurs personnages à la fois, t'as justement des têtes de chevaux qui se font arracher, il y a beaucoup de stabbing. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça me fait penser à du Charlie Adler. J'aimerais ça. C'est un nom qui m'est familier, Ron Garney, mais je me rappelle plus de où exactement. Mais peut-être qu'il dessinait Hulk il y a genre 25 ans. Il a l'air d'un gars qui aurait pu dessiner Hulk. Ouais, je pense que... Mais j'ai trouvé que c'était efficace. Pour vrai, c'était quand même... Tu penses que le trip, c'est juste un trip de gore? J'ai peur. Ben, dans le sens que, je veux dire, pas dans le sens que j'ai pas beaucoup d'investissement là-dedans. Ouais. On s'entend, mais tu sais, je trouve que le cliffhanger de la fin de ce premier trade-là, qui est comme la scientifique qui vient le voir, puis qui est comme, non, mais là, à micro fermé, il faut que je t'avoue des choses. Je trouve que le cliffhanger, il est faible. Il est faible pour la montée que la BD... Elle est faible, la finale, pour toute cette montée-là. Ouais. Fait que j'ai pas l'impression que ces révélations-là vont être si grandioses que ça. Puis j'ai l'impression qu'effectivement, ça peut continuer. Parce que là, on le voit il y a 80 000 ans. Puis on le voit dans de nos jours. On le voit, il y a 80 000 ans, quitter son village un peu, genre, trahi par son père qui a soif de pouvoir, qui l'a transformé en machine de guerre. Qui est une très bonne idée, en passant. Ouais. Je trouve ça nice. Mais, tu sais, est-ce que la suite ne sera qu'une longue errance de Ronin? Voici un autre carnage. Tu sais, ça pourrait facilement devenir Oui, je vois très bien. Là, voici, il a rencontré Napoléon, il a croisé Hitler, il a croisé tel autre personnage historique. Là, ça peut devenir redondant assez vite, tu sais. Fait que je sais pas, écoute, il y a déjà 3 volumes de sortie. 3 trades qui sont sortis. Fait que, tu sais, on pourrait checker ça vite, mais je sais pas, je sens pas qu'il y a... Personne m'a montré qu'il y avait assez de viande pour que ça soit plus que ça. Tu sais, fait que... il y a une couple de place aussi, j'ai remarqué que, je sais pas, au niveau scénaristique, c'est un peu bâclé. Tu sais, il insiste beaucoup sur le fait, initialement, que ça fait 80 000 ans qu'il est né, là. Puis je pense que c'est dans le 2e ou 3e numéro, ils font référence encore à son village d'origine, parce qu'on est beaucoup dans son origine, dans les 4 numéros. Là. C'est lui qui raconte ça en flashback. Puis à un moment donné, c'est marqué 76 000 ans. Ouais. Il est arrivé quoi à ces années-là? Ces 4000 ans-là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme... Puis tu sais, c'est pas comme s'il avait écrit ça il y a 20 ans. Tu sais, du monde, ça arrive des fois, là. Tu sais, t'as une série, là, que ça fait longtemps qu'il roule, puis les auteurs, pour des raisons valables, ont oublié c'était quoi les détails initiaux. Puis là... Non, là, c'est parce que c'est 2 numéros plus tôt. Hein. C'est comme, pas 76 ans, t'as dit 80. Là, c'est un détail, là, ça ajoute pas sa qualité de la bande dessinée, mais ça fait un peu, j'ai coupé les coins ronds. Ouais, ok, j'avais pas remarqué, mais... Ouais. J'avais une idée, je l'ai perdue. J'étais en train de la rechercher. Mais ouais, je sais pas. Faudra voir où c'est que ça mène, mais effectivement, ça pourrait être juste... Tu sais, l'idée de quelqu'un qui est immortel puis que ça fait 80 000 ans qui existe,
Ça, c'est super intéressant. S'il passe ces 80 000 ans, là, à juste tuer des gens, ça, c'est dole. Mais j'ai l'impression que devient un roi, devient un c'est quoi sa perspective sur l'humanité? Après 80 ans, il doit être blasé, il doit être super cynique, il doit avoir il doit avoir une vision de l'humanité que d'autres personnages n'ont pas ou d'autres figures historiques n'ont pas. Ouais. Fait que si je veux voir ça, je veux voir cet aspect-là du personnage être exploité, pas juste du Gorefest. Si les deux sont là, puis ils sont utilisés en contraste, en juxtaposition, je suis full dedans la proposition, je veux voir ça. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, t'as vécu aussi longtemps. Le dernier 100 ans, il doit être existant. Lui, il doit, ça doit aller de l'avant. Ça fait 80 000 ans que t'existes. Il prend des bains. Ben, man, il y a un crossover de Doctor Who puis Star Trek sur une mini-machine. J'avais pas ça les 79 900 ans d'avant. Écoute, quand l'émission est finie, tu peux décider d'avoir accès à n'importe quel savoir de l'humanité si ça te tente. Tu as une bibliothèque de vidéos de milliers d'heures, puis ça n'existait pas il y a 20 ans. Non, sûrement. Ben, je veux dire, lui, il en a sûrement vu une bonne partie. Il apprendrait rien. Il doit en savoir des shit. Parce que comme ça, c'est full intéressant comme prémisse. Oui, mais on a eu des histoires d'immortels, puis c'était tout le temps des milliers d'années, quelques milliers d'années ou quelques centaines d'années, que ce soit Dracula ou même Allender. Là, on parle de 80 000 ans. C'est insane. Ce gars-là, il a vu des grands mammifères aujourd'hui éteints. Il s'est battu contre des tigres aux dents de sable. Ouais, il a peut-être vu des mammouths. Oui, raider des mammouths, man. C'est hot, là. Parce que, tu sais, comme si ça va là, je suis intéressé. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment un prétexte à du work. Ouais. Est-ce que imaginez du John Wick si la chorégraphie, parce que John Wick c'est excessivement chorégraphie, puis je pense que ça le cache pas. C'est ça le trip, c'est ça un des attraits de la série. Mais imaginez une chorégraphie du genre, mais on arrache des parties de votre corps pour vous le rentrer quelque part d'autre. Genre, on arrache ton bras pour avoir un sac dans ta bouche. Attends, il y a une page où il sac un coup de poing tellement fort que la tête explose. Oui, mais il y en a un que le chest explose. Oui. Puis il ramasse une côte pour se taper quelqu'un d'autre dans le case d'après. J'étais comme, c'est malade ça. Mais tu sais, encore là, tu sais, comme le voir filmé, tu sais, comme une scène filmée d'action versus une BD d'action, pas le même mood, tu sais. C'est comme, tu te tannes vraiment plus, tu sais, comme je peux regarder 2 heures de John Wick qui gagne du monde dans... Mais j'étais content justement que ça soit juste 4 numéros. Ouais. J'étais bien content pour ça. Y a-tu un kill qui t'a particulièrement impressionné? Ben, j'avoue que la côte... je pense que c'est ma préf aussi. C'est ça là que j'ai le plus retenu. Puis les mâchoires de chevaux. Puis on comprend aussi à un moment donné que quand il est dans cette espèce de fureur, si vous êtes trop proche de lui, c'est dangereux pour vous. Là. Il peut vous ramasser même si vous êtes dans son équipe. Ouais, je pense qu'une monnaie... Mais tu sais, c'est ça, Berserker, le terme, je pense... c'est un terme qui vient genre des Vikings, là, puis qui est comme ce mode-là de combat où plus rien fait de sens. T'as plus de la raison. Là, c'est comme l'acte animal complet. Tu sais. Fait que c'est sûr que tasse-toi de là. Donc, est-ce que tu le conseillerais là? Écoutez, si vous êtes séduit par tout ce qu'on vient de dire, ça avait le goût d'une grosse BD d'action très gore, pour vrai, dans le genre, c'est très plaisant. Je sais pas si c'est le fun pendant longtemps après, mais je me suis pas ennuyé. Là. Ouais, même chose. Je suis surpris de mon intérêt. Je suis surpris de mon intérêt. Donc, Berserker Volume 1, c'est disponible chez Boom Studios. Il y a quelques autres trades qui sont disponibles. Mais sais-tu quoi? S'il y a une série d'animation, ça, je la checkerais. Oui, moi, je pensais. Je pense que je serais encore plus intéressé par une série d'animation. Imagine là, que c'est Genndy Tartakovsky de Samurai Jack puis de Primal, là, qui est comme un réalisateur d'action. Mais il y en a une qui s'en vient. Là, ça a été annoncé. Là, je sais juste pas c'est qui. Là, c'est ça. Mais imagine qu'on est dans cette qualité-là. Ça va être insane, cette affaire. Yep. Semaine prochaine, Laurent, faut que j'aille à un événement bénéfice pour ma job. Ah ouais? Ouais, ça me tente pas, mais j'ai pas le choix. Tu sais, moi, je suis un grand joueur de golf. Hein. Ouais. À la réaction de Laurent, vous allez comprendre que je ne suis pas un joueur de golf. C'est je m'attendais pas à ça. C'est le genre d'activité mondaine là, que j'aime pas. Là, mais j'ai pas le choix. Puis c'est pour une bonne cause, pour mon travail. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que là, mais Simon est en vacances. Fait que
Est-ce que je vais enregistrer un petit épisode rapidement cette semaine? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le flambeau? J'en ai aucune idée. Ça se peut qu'il n'y ait pas de show la semaine prochaine. Tabarnouche. Ça me tente pas. Ça, c'est estival en tabarnouche. Ben ça, c'est non seulement estival, c'est historique. On fait jamais ça. Il y a tout le temps au moins un show par semaine. Même la fois que tu étais au chalet? Oui, on avait fait des shows. Vous avez fait des shows, oui. Oui. Donc, on va trouver quelque chose, mais ça se peut. Mais je sais pas, c'est pas le scénario que je vais adopter, là. J'aimerais ça au moins publier quelque chose. Mais si ça arrive que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, vous êtes avertis. Mais j'aime pas ça, là. 2 heures de moi qui teste des chips. Écoute, si tu testes des chips pendant 2 heures, moi, je le mets en ligne. Ça me dérange pas. Je vais te prêter mon enregistreuse. Ouais. Hein, t'as failli. C'est obligé d'être 2 heures. Tu t'es engagé dans quelque chose, hein, puis tu voulais pas. Mais on préfère notre spécial chip. On a toujours dit qu'on voulait faire un spécial chip. On a dit ça. Ouais. On a-tu le temps de faire ça d'ici la semaine prochaine? Ça vient vite, une semaine. Ouais, c'est ça, là. Mais on s'en reparlera en dehors des ondes. La suite vous surprendra, messieurs, dames. Merci, Laurent. Allez faire un tour sur notre Patreon si vous avez la chance cette semaine. Puis on se revoit bientôt. OK, bye-bye. Bye. Ciao.